Yael Pressman-Khalamish, Shalom, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour évoquer en cette journée du Tet Cheshvan le souvenir de votre père, le très regretté Rav Léon Ashkenazi Manitou, qui est décédé il y a 21 ans, jour pour jour. Alors, je voulais que nous parlions avec vous plus spécifiquement, non pas de l'œuvre de Manitou, parce que celle-ci est aujourd'hui, on va dire, de plus en plus connue, non seulement, bien entendu, dans la communauté francophone, où le Rav Léon Ashkenazi s'était imposé très rapidement, mais aujourd'hui, même dans la société israélienne. Avec votre permission, on en dira un mot à la fin de notre discussion, mais je voulais que nous parlions un peu de Manitou, l'homme, le père. Quel était l'homme qui se cachait derrière le grand leader, spirituel qu'il était? Eh bien, c'était un homme un peu comme tous les autres, avec ses qualités et ses défauts. En fait, il n'était pas très très présent à la maison parce qu'il était très occupé avec toutes ses activités. Que dire de lui? Que c'était un homme très sociable à la maison. C'était un homme de famille qui aimait, par exemple, les repas de Shabbat, les enfants, les petits-enfants. Tout à fait, les repas de Shabbat, les fêtes, ça c'était très très important. On organisait toujours des tablées très très grandes avec maman faisait la cuisine pour tout le monde et c'était vraiment des soirées, enfin les jours de fête, c'était vraiment très joyeux. Je voudrais peut-être, si vous le permettez, que nous revenions à la relation entre votre mère et votre père avec Bambi, qu'il a rencontré au sortir de la Shoah, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Maman était une rescapée de la Shoah. Elle était devenue orpheline pendant la guerre. Ses parents ont été déportés pratiquement sous ses yeux. Elle a pu en réchapper par miracle. Et elle s'est cachée pendant la guerre avec les EI non cachés, les EI, les éclaireurs qui étaient rentrés dans la clandestinité et qui s'occupaient de cacher les enfants juifs. Et à la fin de la guerre, quand s'est constitué un groupe qui a formé l'école d'Orsay, l'école Gilbert Bloch, papa et maman étaient élèves tous les deux dans la première promotion. Et maman était donc élève, une jeune fille orpheline, ashkénaze, un peu perdue, pas du tout religieuse. Et papa, qui venait d'une famille de rabbins oranais, qui lui connaissait la Torah, qui avait connu la guerre parce qu'il avait été soldat, mais sa famille n'avait pas été touchée en fait. Et voilà, ils se sont connus là. La première année, papa était élève et professeur. Et lorsque Robert Gamzan a fait son alia, il l'a remplacé. Alors, quand Robert Gamzon a fait son alia dans les années 50, début des années 50, il l'a remplacé, voilà. Alors, il l'a remplacé. Maman et papa étaient mariés à ce moment-là. Ils se sont mariés en 48, en 47 même, puisque ma grande sœur, ma sœur aînée, est née en 48. Et ils sont restés près de 12 ans à diriger l'école d'Orsay. Quelle était la relation de Manitou à la Shoah, justement, à travers donc votre mère Alors, la relation du point de vue philosophique, religieux, tout ça, vous demanderez à ses élèves. Oui. Moi, ce que je su de mon expérience de fille, c'est que pendant des années, papa a aidé maman à chercher ses parents. Il l'a beaucoup soutenue. Dans des écrits qu'on a retrouvés après son décès à maman, il y avait des lettres comme quoi elle racontait la façon dont papa l'avait aidée et soutenue pendant cette dure période. Et je crois que c'est aussi grâce à ça qu'elle s'en est sortie.
Et Manitou était, donc vous le disiez, on le sait, le fils du dernier grand rabbin d'Algérie, le Rav David Ashkenazi, Ouais. et il était pétri effectivement d'enseignements juifs, mais est-ce que pour lui, la tradition séfarade était importante lorsque l'on se réunissait en famille, il insistait sur ce point, ou alors finalement on va dire qu'il était, de par le fait qu'il avait été à Orsay, de par le fait qu'il avait quitté relativement tôt l'Algérie, qu'il était plutôt, on va dire, baigné dans une tradition un peu moins sfarade, peut-être un peu plus ashkénaze? Non, on ne peut pas dire ça. C'est vrai que le côté sfarade était très important pour lui. Les minagim, les habitudes, le folklore, les mitzvot qui sont spécifiques au séfarade, mais du fait qu'il ait eu à enseigner après la Shoah beaucoup d'Ashkénazes et qu'il fallait pas leur effacer leur identité. C'est vrai que par exemple à Orsay, les Zmirot, on chantait des vers ashkénazes. Il y avait c'était beaucoup teinté de pluralisme, on va dire. Et lui, était comme ça à cheval sur les deux cultures, on peut dire? C'est pas, Lui pas était profondément jusqu'à. sfarade. Lui était profondément sfarade. Mais justement, la grandeur de son enseignement, c'est justement qu'il s'adressait à tout le monde. Oui. Et est-ce que c'est exact de dire que vers la fin de la vie, il était plus à cheval sur les traditions, ceux qui l'ont connu peut-être l'avaient remarqué, peut-être les traditions de l'Algérie d'antan? Je dirais pas ça, plus à cheval, il n'était pas obsessionnel, de toute Non. façon. Oui, c'était important pour lui, de faire comme on faisait dans la maison de son père. Oui, absolument. Oui. Alors, il y a eu l'école d'Orsay qui a été un carrefour majeur de la vie de Manitou. Comment mesurer, c'est-à-dire aujourd'hui, et c'est un point important peut-être pour ceux qui n'ont pas connu Manitou, comment mesurer l'impact de cette école dans la carrière, dans la vie, dans le tracé de Manitou? C'est-à-dire que ça a été un tournant très très important parce que au lendemain de la guerre, il n'y avait plus rien en France. Il n'y avait plus de professeurs, il n'y avait plus d'élèves, il y avait plus de... Tout avait disparu. Et puis tout d'un coup, revenaient des orphelins, des jeunes qui étaient perdus, qui étaient déboussolés, et des jeunes d'Algérie aussi qui cherchaient un peu leur voie. Et quand cette école Gilbert Bloch à Orsay s'est ouverte, ça a été pour eux comme un renouveau. Et on peut dire que la plupart des cadres de la société juive actuelle sortent de cette école. Mmh. Maintenant, en 68, ensuite il y a eu la guerre de 67, la guerre des 6 jours, et papa nous a dit, à la fin de la guerre, les enfants, c'est la dernière guerre où on est dehors. Et un an après, on était en Israël. Alors, puisque vous parlez de la guerre des 6 jours, on connaît bien entendu Manitou, le disciple du Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook. Ouais. Mais ce que peut-être l'on ne sait pas tout à fait, c'est que à l'époque d'Orsay, et peut-être même jusqu'à sa rencontre avec le Rav Cook, eh bien Manitou n'était pas particulièrement sioniste. Certains, est-ce que c'est exact de dire qu'il n'était même pas du tout sioniste? Pas du tout sioniste, je ne sais pas, parce que je ne sais pas exactement ce qu'il pensait à cette époque-là. Je sais qu'il a été, il est resté jusqu'en 67, donc on est resté en France. Il y avait beaucoup de travail à faire, qui était très important, et il avait sa famille aussi, famille, ses parents, qui étaient, qui ont été chassés d'Algérie dans les années 60. Il ne pouvait pas être ici et là. Et quand il a considéré que le temps était venu pour lui, il a pris sa décision et il est venu. Mais vous ne vous souvenez pas de périodes où il était beaucoup plus frileux qu'on l'a connu par la suite envers l'État d'Israël? Non, il n'a jamais été frileux, comme vous dites, par rapport à l'État d'Israël. Il a toujours été sioniste et ça se voit dans son enseignement.
Ça se voit dans son enseignement. Concernant ce qu'il a vécu et ce que sa famille a vécu en Algérie, il était très proche, on va dire, de la communauté des rapatriés d'Algérie. Vous savez, j'ai pas vraiment de souvenirs parce que moi, on a quitté la France, j'avais 14 ans. Une fille de 14 ans ne s'occupe pas vraiment des relations des parents avec les communautés. Oui. Je sais que oui, il a été quand même en rapport avec les anciens d'Oran. Oui, il a été en rapport. Combien, je ne peux pas vous dire. Oui. Alors, je voudrais, comme je vous le disais tout à l'heure, que nous parlions un peu on va dire l'éclosion de la Torah de Manitou, de l'enseignement de Manitou dans la communauté, dans l'État d'Israël aujourd'hui. C'est un phénomène que tous les élèves de Manitou constatent et ceux qui l'ont connu et qui ont reçu de son enseignement constatent, bien entendu. C'est tout à fait impressionnant de voir aujourd'hui l'enseignement de Manitou être diffusé de manière très, très massive dans la société israélienne. Est-ce que, à votre avis, c'est la preuve que finalement Manitou était un précurseur et qu'il a devancé son époque, peut-être d'une génération? Tout à fait, parce que ce qu'on constate un petit peu autour de nous, c'est qu'il y a des groupes. L'enseignement est très sectaire. Il y a les Haredim, il y a les Kippot Trogot, il y a les Hardalim, il y a ceci, il y a cela. Alors que je pense que papa s'adressait à tout le monde. Son enseignement était oral. Oui. Jusqu'à sa mort, il donnait des cours, des conférences, énormément d'heures par jour. On le voyait d'ailleurs rarement à la maison. Et après sa mort, un petit groupe d'élèves a décidé de prendre tous les écrits qu'il avait pas publiés. Oui. Tous les enregistrements des cours. Plus tous les cours qui avaient été enregistrés par un élève qui était aveugle, Yuda Nakash. Ce monsieur a fait un travail extraordinaire parce que, comme il était aveugle, qu'il était un assidu des cours, il venait à tous les cours et il a enregistré tous les cours pendant 20 ans. Donc ça a fait des milliers de cassettes qu'il fallait réécouter, nettoyer des bruits qu'il y avait de la salle des élèves, écrire d'après le texte et après le transformer en livre. Et ça a été le travail de plusieurs élèves, dont aussi le petit-fils de papa, donc mon neveu, Itaï Ashkenazi. Et voilà. Alors, et mon frère David s'est mis aussi. Lui s'est mis plutôt du côté d'Internet parce qu'il était un as du high-tech. Et voilà, c'est grâce à ça que la Fondation Manitou est née, avec quelques élèves et la famille. Et nous nous occupons maintenant de diffuser l'enseignement en imprimé. C'est-à-dire, nous publions les cours qui ont été réécrits sur papier. Et le fait que les Israéliens semblent, en tout cas beaucoup de cercles israéliens, de cercles d'études, semblent passionnés par Manitou, qu'est-ce que vous ressentez, vous, personnellement? Ah oui, c'est très fort en ce moment. Je voudrais aussi signaler le fait d'un jeune garçon qui s'appelle Itaï Colin, qui est tombé sous le charme de l'enseignement et qui se voue vraiment à la diffusion sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, par tous les moyens électroniques possibles et imaginables. C'est lui qui s'occupe de toute de ce côté-là de la diffusion. Il fait un travail extraordinaire et c'est aussi beaucoup grâce à lui que c'est accessible aux jeunes Israéliens. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Oui, effectivement.
Merci Yael Pressman-Khalamiche de nous avoir fait partager un peu de Manitou plus personnel et un peu en dehors de l'enseignement que l'on connaît de Manitou et qui est diffusé, comme on le disait maintenant, un peu partout dans la société israélienne, dans divers cercles, pas seulement dans le monde francophone, mais aussi dans l'ensemble de la société israélienne. Merci d'avoir été avec nous et je souligne effectivement que l'on peut aussi trouver l'ensemble de l'enseignement de Manitou de manière orale, les cassettes, effectivement des cassettes bien nettoyées et très audibles. Non, pas de cassettes. Pas dans les cassettes, pardon. C'est-à-dire ce sont des anciennes cassettes qui ont été mises sur le site d'Academ Tout Manitou, où l'on peut retrouver énormément d'anciennes cassettes, effectivement, de cours de Manitou qui ont été arrangés, améliorés, qui ont été techniquement afin qu'ils soient parfaitement audibles. Ceux qui souhaitent en français donc redécouvrir l'enseignement de Manitou peuvent le faire au moins entre autres à travers Academ et Tout Manitou au sein d'Academ. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je peux rajouter un petit mot ? Oui, avec plaisir. Voilà, cet après-midi, nous allons nous retrouver à Givat Shaoul pour dire le Kaddish sur la tombe de papa. À 4h de l'après-midi, on se retrouve sur l'esplanade. Voilà, et bien entendu, tous nos auditeurs sont conviés à participer à cette cérémonie de Haskara à la mémoire du Rav Léon Ashkenazi et Manitou. Merci encore Yael Pressman-Khalamiche d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Shavua Tov. Shavua Tov. Voilà, il est 8h29 sur studiokalita.com. Eliana Gurfinkel va rentrer dans quelques secondes dans le studio pour nous présenter sa chronique Un jour, notre histoire, qui est consacrée à un événement de la vie politique israélienne qui est peut-être presque inaperçu, qui s'est produit il y a 60 ans. Elle va nous en parler dans quelques instants après une jingle.